Chers amis auditeurs et téléspectateurs de Radio Liberté, nous nous retrouvons donc pour une nouvelle émission Synthèse, une émission télévisée, comme maintenant ça devient une tradition, puisque ça va être la 4e que nous traitons de cette manière, et ce qui nous permet, je dois le dire, de toucher un nombre grandissant, extrêmement grandissant d'ailleurs, de téléspectateurs, et nous en sommes ravis, donc nous nous retrouvons donc pour cette nouvelle émission. Vous savez, cette émission étant enregistrée en différé, étant plus exactement diffusée en différé, enregistrée avant, eh bien nous avons le même problème que la semaine dernière, c'est-à-dire que notre ami Philippe Randa ne peut malheureusement pas être des nôtres, il est retenu en raison des grèves qui seront peut-être terminées au moment où l'émission passera d'ailleurs, allez savoir. On l'espère. On n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, il sera là la semaine prochaine pour les nouvelles émissions. Mais comme la semaine dernière, eh bien, il est remplacé par Arnaud Menu. Arnaud Menu, bonjour. Bonjour Roland. Arnaud, qui a été l'un des pionniers de cette radio, de TV Liberté aussi, puisqu'il a dirigé pendant très longtemps Radio Liberté, pendant plusieurs années. Et c'est ensemble que nous avions lancé, d'ailleurs, je rappelle toujours... À l'initiative, malgré tout, quand même, de Martial Bild, de l'émission Synthèse en 1980... Oh, pardon, excusez-moi. Oh là, je sais que nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années, Roland. En 2016. En 2016, voilà. Et aujourd'hui, nous avons un invité de renom, un professeur d'économie, un journaliste français. Nous avons le plaisir de recevoir Philippe Simoneau. Philippe Simoneau, bonjour. Bonjour. Alors, Philippe Simoneau est professeur à l'université Paris X. Vous êtes... Non, j'ai pris ma retraite. Oui, enfin, vous étiez professeur à l'université Paris X. Tout à fait. Donc vous avez eu aussi une carrière de journaliste que vous continuez toujours. Vous faites toujours des articles. Ça, disons des tribunes. Des tribunes, voilà, dans le Figaro, dans Le Monde, dans différents journaux. Et vous vous êtes intéressé évidemment à tout ce qui vient de se passer, à l'actualité qui vient de se dérouler ces dernières semaines, en particulier ce qui se passe en Iran. On aura l'occasion d'en parler certainement, et aussi les problèmes des retraites aussi qui sont toujours d'actualité, n'est-ce pas? Et aussi du Sahel aussi, de ce qui se passe actuellement dans le Sahel. Ça va être 3 thèmes que nous allons aborder au cours de cette émission. Alors, avant, peut-être que Arnaud, vous avez un certain nombre de... Évidemment, on parle à quelques jours de oui, avant. Mais peut-être resituer en tout cas les travaux principaux de notre invité. Et je vois que vous êtes intéressé très vite aux questions monétaires. Oui. Et on peut dire, alors il faudra expliquer un peu à nos auditeurs et téléspectateurs, mais vous êtes en fait un défenseur de ce qu'on appelle l'étalon or, contre le système dit de Bretton Woods, qui était le système monétaire international qui s'est créé après-guerre. Et en sorte, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un héritier de ce qu'on appelle en économie l'école libérale autrichienne? Tout à fait. Tout à fait. Mon maître, c'est Mises. Voilà. Von Mises. D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez au moins expliciter très rapidement pour les téléspectateurs disons, je suis un libertarien autrichien. Voilà. Donc, pour moi, ce qui compte, c'est l'individu, et la liberté de l'individu. Et à partir de là, on peut, à mon avis, construire une véritable société. C'est-à-dire que vous, ce qui prime, c'est l'individu. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que finalement, la société en tant que telle n'existe pas. Elle est composée d'individus. Et donc pour vous, c'est le combat le plus important, c'est le combat pour la liberté. Tout à fait, tout à fait. Et est-ce que derrière cette question de la liberté, de ce fait, est-ce que ça détermine ce qu'on appelle une éthique de la responsabilité? Tout à fait. C'est-à-dire que du fait que les individus sont libres, ils sont de ce fait redevables de leurs actes. Tout à fait. C'est la responsabilité. Il n'y a pas d'individualisme sans responsabilité. Tout à fait. Tout à fait. Alors, est-ce que vous remettez en cause la notion de nation, pour autant, la notion d'ensemble de nations, comme c'est le cas de l'Europe actuelle? Alors, je rappelle quand même que le premier grand ouvrage d'économie, ça s'appelle La richesse des nations. Oui. D'Adam Smith. D'Adam Smith. Et par conséquent, la nation est considérée comme une entité... incontournable. Voilà. Incontournable, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, chez Adam Smith, qui est quand même un porteur important, la nation, ça veut dire quoi exactement, la richesse des nations? Ça veut dire que toute nation
si on prend les prémices du libéralisme, donc de l'individualisme, toute nation a vocation à se développer. C'est très important. Même une nation dépourvue de tout avantage. C'est ce qu'on appelle la théorie des avantages comparatifs. C'est très compliqué, il faudrait un tableau noir pour expliquer des graphiques. On va essayer de rester mais dans l'idée, c'est quand même comment dire, une nouveauté, une promesse extraordinaire, c'est de dire toute nation a vocation à s'inscrire dans un commerce international. C'est pour ça que je suis pour la liberté des échanges, parce que justement, contrairement à ce que pensent beaucoup de nationalistes, qui sont souvent protectionnistes, le libéralisme permet à toute nation de s'inscrire et de se développer. C'est l'éternel problème entre le mondialisme et la mondialisation. Peut-être la mondialisation, c'est un fait, le mondialisme, c'est un dogme. Si vous voulez. Moi, je récuse, enfin, je n'emploie pas ces termes de mondialisation. Oui. Pour moi, ce qui compte, c'est la liberté, donc le libre-échange. D'accord. Je suis un libre-échangiste. Et par exemple, les nations qui se sont développées au XIXe siècle ont fondé leur développement, comme l'Angleterre, sur le libre-échange. D'accord. Et tous les pays qui ont dévié de cette voie ne sont pas autant développés. D'accord. Voilà. On l'a vu en particulier avec les pays socialistes. Oui, notamment. Mais je veux dire qu'en France, le colbertisme français a été une ruine pour ce pays. Les lois de Méline ont été un obstacle au développement de ce pays, etc. Par contre, nous avons des gens comme Napoléon III qui ont ouvert le commerce, la monarchie classique, mais enfin, surtout la monarchie de Juillet ou la monarchie de Louis XVIII. Par contre, Louis XIV a été, au contraire, prisonnier des dogmes de Colbert, et ça a amené la guerre, et la misère et la pauvreté. Alors, est-ce que justement, vous êtes, par rapport à ce que vous venez de dire, Monsieur Simoneau, est-ce que vous considérez justement que le commerce est un facteur de paix entre les nations? Ah, tout à fait. Alors, je reprends le mot de Montesquieu qui est magnifique. Le commerce adoucit les mœurs, comme chacun sait. Oui. Et le commerce permet justement à des civilisations qui n'ont rien à voir, ou à des individus qui n'ont rien à voir, qui ont toutes sortes de choses à s'opposer, permet à ces gens d'échanger. Et à partir du moment où vous échangez, vous êtes dans un processus de négociation pacifique. Il n'y a pas besoin d'employer de la force. Alors, ce qui introduit la force, c'est les États. Alors, est-ce que justement, quelle réponse vous apportez à ceux qui considèrent que l'économie est quand même un facteur de conflit et de guerre, toute proportion gardée, quand on parle par exemple de guerre économique entre puissances? Je pense notamment à l'heure actuelle au conflit entre les États-Unis et la Chine. Bon, la guerre économique, c'est un abus de mots. La guerre, c'est la guerre. Mais c'est vrai que entre la Chine et les États-Unis, il y a une montée, enfin il y a jusqu'à dernier temps une montée aux extrêmes dans l'érection de droits de douane, etc. Ce qui appauvrit les deux pays. L'économie, qui résonne vraiment dans les termes misésiens, Mises considère que le premier pays à souffrir du protectionnisme, c'est celui qui le lance, n'est-ce pas? Le protectionnisme ruine le pays qui le pratique. C'est assez difficile à comprendre en France. Nous sommes très une tradition colbertiste. Mais le ériger des droits de douane c'est se nuire à soi-même. Si vous voulez, je prends une comparaison. J'ai construit un pont, par exemple, ou un tunnel entre l'Angleterre et la France. Qui va remettre ça en cause? On est très content d'avoir ce tunnel. Eh bien, ériger un droit de douane, c'est équivalent à fermer ce tunnel. Voilà, c'est exactement. Alors, avant le tunnel, il y avait déjà des oui, mais c'est supprimer une facilité. Alors, est-ce qu'il y a une question pour ceux qui s'intéressent effectivement aux théories économiques et notamment aux théories libérales, certains considèrent qu'après tout, cette théorie de faciliter l'échange, de libre-échange, peut fonctionner, on va dire, dans des espaces
civilisationnels qui partagent des valeurs communes, mais que malgré tout, on va dire aux limites entre ces espaces civilisationnels, il faut peut-être un principe de régulation. Je ne suis pas d'accord du tout. Je veux dire, encore une fois, c'est la grande leçon d'Adam Smith, c'est que tout pays, quelle que soit son idéologie, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses préférences, a vocation aux avantages comparatifs, c'est-à-dire à profiter du commerce international. Comment dire, la vocation de l'économie, c'est pour ça que c'est quelque chose de subversif en vérité. L'économie libérale est une subversion qui est capable de s'étendre à l'ensemble du monde. En effet, alors on peut dire que c'est du mondialisme, et à faire progresser l'ensemble des pays. Ce qu'on remarque tout de même, on a dit beaucoup de mal de la mondialisation, des machins. Quand même, nous sommes passés en quelques années de 2 milliards d'individus à 7 milliards, n'est-ce pas ? Et la pauvreté a reculé. C'est-à-dire, c'est quand même une performance extraordinaire de l'économie de marché. Alors, dans les temps actuels, on a plutôt l'impression, Monsieur Simoneau, qu'on est dans une logique où, justement, on est de plus en plus dans une contestation, en tout cas dans certains pays occidentaux, je pense notamment à la France, mais c'est pas le seul, hein. Les États-Unis, c'est la même chose, en Grande-Bretagne, dans une certaine mesure. On a une contestation justement du libre-échange et on a plutôt un retour, y compris de gens qu'on peut penser, je dis bien qu'on peut penser comme libéraux, mais en tout cas à réduire l'importance du libre-échange et plutôt à une mise en avant à nouveau du protectionnisme. Oui, ben c'est de la démagogie, c'est l'éternel discours protectionniste qui s'appuie en effet sur des effets immédiats. Vous allez protéger telles entreprises, telles industries pour aujourd'hui, mais en même temps vous allez détruire des possibilités de nouveautés et de progrès économique. Je vais vous interrompre un petit instant pour saluer l'arrivée. Il a triomphé des grèves et de bien des choses. De bien des choses sont arrivées là. L'arrivée du professeur. Bonjour, Monsieur le professeur Pierre Delaumier et des nôtres. Et puisque je suis là, j'ai entendu ce matin. Et bonne année. Et bonne année. On sait pas. Si, on s'est vu. Mais mon visage est tellement toujours nouveau pour vous. Ah bah, toujours un plaisir de vous voir. Il y a une question. J'ai entendu ce matin, j'ai trouvé l'analyse très intéressante, qui disait qu'en réalité, Trump avait augmenté les droits sur la Chine et que en réalité les consommateurs s'en étaient pas aperçus parce qu'il avait diminué d'autres taxes, parce que les Chinois s'étaient adaptés au prix et que par contre les Chinois, eux, avaient, pour maintenir leur prix bas, baisser leurs taxes. Ouais. Et qu'en fait, c'était un transfert du déficit. Voilà, c'est un transfert du déficit américain sur la Chine. Et ouais. On augmente les recettes fiscales des États-Unis et celles de la Chine diminuent. Et que donc, ça n'est qu'indirectement une opération commerciale. C'est presque une opération de transfert fiscal. Ouais, il faudrait voir ça dans le détail. Oui. Alors, vous avez toujours un œil d'observateur, mon cher Pierre, qui vous amène à soulever des lièvres sur lesquels on n'est pas forcément prévu de parler, mais pourquoi pas. Voilà. Alors, tout à l'heure, en introduction de cette émission, nous avions indiqué que nous allions parler de l'Iran. Justement, parler des États-Unis, c'est difficile de parler de l'Iran sans parler des États-Unis, et des États-Unis sans parler de l'Iran en ce moment. Alors, quelle est votre analyse, Philippe Simoneau, sur la situation actuelle du conflit latent, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, entre l'Iran et... Bon, alors, pour comprendre le problème iranien d'aujourd'hui, qui est le problème, disons, au moins de la région, oui. Il faut remonter jusqu'en 1956, si vous le permettez. Je vous en prie. En 1956, nous avons une réunion ultra secrète dans un pavillon de la banlieue de Sèvres, où sont présents le ministre français des Affaires étrangères, Ben Gourion en personne, qui est arrivé clandestinement, et Moshe Dayan. D'accord. Et il s'agit, c'est un véritable complot, oui. Dans le plus grand secret, évidemment. Personne ne sait que le Premier ministre israélien est en France. Oui. Bon, il est arrivé dans un avion masqué, dans un aéroport, petit aéroport. Il était conduit sous le plus grand secret dans ce pavillon de banlieue. Et de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'abord de monter ce scénario invraisemblable
qui est l'opération de Suez, que je vous rappelle en 2 mots. C'est-à-dire qu'on charge en quelque sorte les Israéliens d'envahir le Sinaï jusqu'au canal de Suez, à partir de quoi les forces franco-britanniques interviennent pour séparer les belligérants, c'est-à-dire Israël et l'Égypte. L'idée, évidemment, la nationalisation du canal de Suez a été un coup terrible pour l'Angleterre. Pour la France, il s'agit de atteindre Nasser, parce que pour les Français, pour Guy Mollet en particulier, Nasser est le suppôt du FLN, qui soutient le FLN, et beaucoup de gens du FLN sont au Caire et complotent pour l'indépendance de l'Algérie. Et par conséquent, d'une pierre on fait 2 coups, c'est-à-dire on récupère le canal de Suez, et en même temps, on punit Nasser. Parce que Nasser, il faut se rendre compte, Nasser est traité par Mollet, par Eden, qui est de l'autre côté de Anthony Eden, comme le nouveau Hitler. Ah. Mais vraiment, et on retrouve ça dans la presse. Et donc, preuve d'imagination. Comment ? Ils font preuve d'imagination. Bah, écoutez, ça passe dans la presse, je veux dire, parce que Anthony Eden est hanté par Munich. Ouais. Bah, beaucoup de ces gens-là sont hantés par Munich. Eden s'est révolté contre Chamberlain à l'époque. Il était déjà secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Et donc, il ne veut pas accepter une politique d'apaisement vis-à-vis de Nasser. Il dit qu'il faut tuer le serpent dans l'œuf. Donc on a monté cette extravagance et Ben Gurion dit pas très chaud parce que il va faire passer Israël pour l'agresseur évidemment, et par conséquent il ne veut pas du tout, il marche pas. Enfin je veux dire, il est très réticent, sauf une condition. Et cette condition, c'est que la France aide Israël. La France n'a pas encore une puissance atomique, mais elle y pense. Elle a des cerveaux qui pensent, qui travaillent déjà, à condition que la France aide Israël à avoir la bombe. Et donc c'est passé dans un acteur encore plus secret que c'est le secret dans le secret de la réunion de Sèvres. J'ai développé tout ça est sur la table. Je n'invente rien. Et j'ai notamment rappelé ces faits dans mon bouquin sur la déclaration Balfour, qui s'appelle Le siècle Balfour. Qui est sorti en 2018, je crois. Voilà, c'est ça. Tout à fait récemment. À partir de ce moment-là, alors la particularité de cette bombe israélienne, c'est qu'elle reste secrète, cachée, personne n'en dira jamais rien. Elle est financée d'une manière privative, on peut dire, puisqu'il ne s'agit pas de la faire apparaître dans les comptes publics israéliens. Donc, c'est la diaspora en grande partie qui la finance. Et enfin, comme Israël n'a pas signé le traité de non-prolifération, elle reste clandestine. Donc, on peut dire qu'elle est unique dans son genre. Voilà une puissance nucléaire qui va, après, se développer énormément, parce que après les États-Unis et l'Allemagne va fournir des sous-marins nucléaires à Israël. Voilà. Donc la force d'aujourd'hui, la force nucléaire d'Israël est énorme, énorme. Et donc voilà une puissance nucléaire qui n'est pas déclarée et qui ne se reconnaît pas elle-même comme puissance nucléaire. Donc il y a une espèce de schizophrénie, on peut dire. Non, c'est une nouvelle. Vous savez, l'armement nucléaire est fondé sur l'équilibre de la terreur entre les puissances, mais là la terreur est redoublée parce que voilà. Alors, donc la France a installé dans cette région un déséquilibre géostratégique ou géopolitique fondamental, évidemment. Vous avez là une puissance nucléaire et en face, rien. Je vous rappelle que quand l'Inde s'est dotée de l'arme nucléaire, 10 ans après, le Pakistan l'avait. Tout ça. Et c'était une bombe. À l'époque, on disait la première bombe musulmane. Musulmane. Bon, on s'est dit, mais ces gens vont se taper. C'est pas des gens sérieux. Mais non, ce sont des États. Et ils sont rentrés dans la logique de la dissuasion, dans la logique de l'équilibre de la terreur, de même que les États-Unis et l'Union soviétique. Et comme ça, on a eu la paix. Donc, on peut dire que l'équilibre de la dissuasion a fonctionné. Alors,
ce déséquilibre stratégique, évidemment, a permis, je parle du Proche-Orient, a permis à Israël de faire des guerres victorieuses et de faire de l'occupation sans respecter aucune des résolutions des Nations Unies, comme chacun sait. Donc, c'est une sorte... Cette bombe a permis à Israël une impunité, on peut dire, stratégique et de facto. Et cet équilibre a essayé d'être corrigé une première fois en Irak, avec l'aide de la France. Oui. C'est le réacteur que Chirac avait installé en Irak. Ça fait assez de bruit, oui. Ça fait une consonance, dire Chirac aux Irak. Oui. Et les Israéliens ont envoyé un raid qui a rasé. En 80, je crois. Oui. Après, la Syrie a essayé de faire pareil. Clac. Ils ont été rasés. Et l'Iran s'est lancé. D'ailleurs, on peut dire que déjà du temps du Shah, il y avait ces tout à fait. Voilà, je crois que la centrale, déjà au temps du Shah, il y avait une centrale nucléaire de construite en Iran par la France d'ailleurs. Alors vous me corrigerez, professeur Simoneau, mais il me semble que c'était déjà les Français qui à nouveau avaient, je crois, proposé l'arme nucléaire, en tout cas les centrales nucléaires à l'Iran, et que en fait, il me semble, c'est peut-être ce que vous allez nous expliquer, que quand il y a eu la révolution islamique de 79, la France a arrêté de fournir, et que les Iraniens n'étant pas, les mollahs n'étant pas contents, c'est ce qui explique en partie les attentats commis dans les années 80. Wow. C'est ce que j'ai entendu, alors peut-être que je me trompe. Je ne me lancerai pas dans ça. En tout cas, l'Iran était très impliqué dans la démarche nucléaire parce que l'Iran finançait Eurodif. Voilà, tout à fait. Bon, après, l'État, c'est l'État, quelle que soit la couleur religieuse des dirigeants. Donc, normalement, l'Iran a repris cette tâche d'équilibrer. Et dans un récent article, je prétends que donc, la démarche nucléaire de l'Iran est parfaitement légitime. C'est-à-dire qu'un État souverain comme l'Iran ne peut pas ne pas répondre à un tel défi géostratégique. Oui. Voilà, c'est pas possible. Imaginons que la France est dotée de l'arme nucléaire pour les mêmes raisons. Oui, on ne peut pas reprocher à un État de faire ce qu'il a envie de faire. Alors, il se trouve que par une sorte de miracle diplomatique, et on peut dire ça va faire. Je ne suis pas en train ici de défendre le régime iranien. Oui, bien sûr, on s'est bien compris. Qui a montré c'est le principe. Qui a montré son incurie avec le drame de l'avion ukrainien qui est descendu. Bon, c'est monstrueux, c'est lamentable. On voit que ce régime ne fonctionne pas bien. Sans compter la répression des manifestants, enfin tout ça est affreux. Non, je me place au plan de l'État, qui, je le rappelle, est un État beaucoup plus ancien que nous. Oui. L'Empire perse, c'est quelque chose, n'est-ce pas? C'est des milliers d'années. Oui. C'est au moins 3000 ans. Oui. Nous étions encore dans les grottes, dans les arbres. Dans les villages. C'était déjà les tribus gauloises, mais on n'était pas un État constitué. On n'était même pas, puisque les Celtes ne sont arrivés qu'au VIe siècle. On était peut-être assez voisins des Perses au bout du compte, puisque les Celtes sont venus, comme tout le monde, et tout le monde est venu de l'Est. On vient tous du même endroit. L'abominable histoire de France. C'est un État qui était capable de tenir tête à l'Empire romain. Il y a eu des... Bon, jusqu'au VIe siècle, jusqu'à la conquête musulmane, qui était une catastrophe, évidemment. On ne va pas revenir là-dessus. Mais j'en reviens donc à l'effet de... Donc, on a réussi... C'est Fabius qui était à la tête de cette négociation, et où on a impliqué la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, la Russie et l'Iran dans un accord qui consistait qu'en échange d'élever de sanctions économiques, en échange d'un début de coopération économique avec l'Iran renonçait à son programme nucléaire. Voilà. Bon, c'était comme... Je veux dire que pour l'Iran, je dois reconnaître, c'est un acte de bonne volonté. D'accord. Et Trump, unilatéralement, a déchiré cet accord dans son idée, enfin je ne veux pas me mettre dans la tête de ce bonhomme que j'exècre, mais tout ce qu'avait fait Obama, il fallait c'est une des raisons qu'on a avancé. Bon, c'est pas très honorable pour un chef d'État de renier la signature de son pays. Bon, c'est insensé et c'est criminel.
Parce que, du coup, évidemment, l'accord n'est plus valable et l'Iran a recommencé à enrichir son uranium et à recommencer son programme nucléaire. D'accord. Voilà. Donc c'est le thème que je tenais à développer aujourd'hui. Est-ce que vous... j'allais dire, là aussi, quelle sortie de crise on peut envisager? Est-ce que c'est envisageable, d'ailleurs, qu'il y ait une sortie de crise? Comment Eh bien, écoutez, Trump, dans sa grande sagesse, a mis une ligne rouge. Si un seul cheveu de mes soldats est atteint, je vous annule. J'ai même répertorié 52 sites. 52, oui, un par semaine. Et donc, pour le moment... On dit que c'est le nombre d'otages qu'il y avait à l'ambassade des États-Unis en 76, je crois. 119, 80, après la chute du Shah. Ouais. Donc, les Iraniens peuvent faire tout ce qu'ils veulent s'ils arrivent à ne pas toucher un cheveu d'un soldat. Ouais, voilà. Donc, moi, je pense que l'obsession de l'Iran, c'est les élections américaines. Et ils vont faire en sorte que Trump soit obligé d'intervenir ou de reculer jusqu'aux élections. Et la tension va monter jusqu'aux élections américaines. Qui ont lieu dans un an, à peu près, je crois. Ah non, en novembre. En novembre, elles ont lieu dans 9 mois. Ah oui, déjà. Oui. Donc on a 6 mois, ça très vite, 7 mois, 8 mois de tension. Alors après, on ne sait pas, mais oui. Alors ce qui est assez paradoxal, effectivement, sur le comportement de Donald Trump, c'est que il faut se rappeler qu'en 2016, il s'était présenté un peu comme le candidat de ce qu'on appelle les isolationnistes, c'est-à-dire qu'il expliquait que il fallait arrêter que les États-Unis soient en gros le seul à faire fonctionner l'OTAN, que les Européens membres de l'OTAN devaient prendre leur part, et notamment leur part financière, que ce qui comptait, c'était d'abord de s'occuper des États-Unis, et il s'opposait à une Hillary Clinton, je dis bien une Hillary Clinton, je ne parle pas des autres démocrates américains, présentée un peu, elle, comme une va-t-en-guerre, notamment sur la question de l'Iran. Et là, on a un peu un retournement, c'est-à-dire qu'on a un peu les démocrates qui, toute proportion gardée, la plupart des candidats démocrates à la primaire pour l'élection présidentielle se présentent un peu comme des gens qui veulent éviter les tensions face à un Trump qui retrouve un peu ce qu'on appelle la politique du gros bâton de l'époque de Theodore Roosevelt. Voilà, il faut se poser la question, au-delà des analyses sur le caractère un peu curieux de Trump. Pourquoi Trump a déchiré cet accord? C'est ça la question. Parce que Mme Clinton, elle a dit j'entrerai en guerre contre l'Iran. Oui, en 2016. Elle dit j'entrerai, si je suis élu, j'entre en guerre contre l'Iran. Donc est-ce que c'est une stratégie de long terme qui est propre à l'État américain ou est-ce que c'est propre à Trump? Il faut voir comment Trump a été élu. Voilà. D'abord, quand même, il y a un des acteurs importants dans cette affaire, ça reste Israël. Ah oui, Israël n'a jamais accepté cet accord. Il a considéré que c'était un mauvais accord, un refrain qu'a repris Trump. Il a dit que c'était un mauvais accord, que de toute façon, l'Iran aurait sa bombe, enfin on avait cédé. Bon, c'était un mauvais accord. Et Trump a repris ce message parce que je ne veux pas tomber non plus dans le complotisme, mais c'est même quelque chose qui est ouvert sur la table. Il n'y a pas à chercher très loin. Le soutien principal de Trump, ce sont les évangélistes américains. Et ça, c'est un thème que j'ai développé dans le siècle Balfour, qui était très peu connu en France, qui commence à apparaître un petit peu dans la presse française. C'est-à-dire que vous avez ces évangélistes qui sont des millénaristes, qui ont repris le message. Alors ça, faut remonter en Angleterre, il y avait qui a permis la déclaration Balfour, donc qui a été repris par ces fous de Dieu, on peut les appeler comme ça, qui considèrent que l'origine de tout ça, c'est le pentecôtisme, c'est-à-dire qu'on considère que pour accélérer le retour de Jésus, le second coming of Jesus, il faut rassembler tous les Juifs et les mettre en Israël. Et donc ils sont sionistes.
encore plus sionistes, on peut dire, que les sionistes juifs, et ce sont des fanatiques. Et dans le programme de ces sionistes, il y avait l'installation de l'ambassade américaine à Jérusalem. Oui. Ce que Trump s'est empressé de faire, Oui, tout à à fait. peine élu. Après avoir reculé un moment, mais il l'a fait. C'était dans le programme des évangélistes. Et quand on a ouvert cette ambassade à Jérusalem, le Hagué, le grand prêtre de ces évangélistes, était là. Et il a fait les bénédictions qu'il fallait. Enfin, on est dans une démarche totalement religieuse et fanatique. Est-ce que c'est aussi ces courants-là qu'il y a derrière la victoire de Bolsonaro au Brésil ou dans Je ne connais pas assez Parce que je crois que les églises évangélistes sont... on est passé de l'Iran à Trump, de Trump à Bolsonaro. On va revenir un petit peu dans la sphère franco-française, si vous voulez bien. Et on va parler un peu, on l'a annoncé tout à l'heure, du Sahel. Oui. Alors le Sahel, on a des troupes depuis maintenant plusieurs années, depuis 2000. Hollande. Depuis 2012, 2013. 2013, début 2013. Depuis 2013, oui, c'est ça. L'opération Servan devenue l'opération Barkhane, qui aujourd'hui représente à peu près combien de milliers de soldats Je ne sais plus, c'est quasiment 4500 soldats pour une c'est superficie à peu près tout. grande comme l'Europe. Quoi. Le Sahel, on parle à ça, le Sahel, on dit c'est une Il y région. en a 220 de plus depuis. C'est une région plus grande que la Franche-Comté. Quoi. Donc, c'est une grande région. Non, mais en plus, ce qui fait que ces 4500 représentant, en fait, une très grande majorité des forces opérationnelles françaises. Oui. C'est-à-dire que pendant qu'on s'occupe du Sahel, on n'est même pas sûr de pouvoir défendre nos frontières ou d'être confronté à un autre théâtre d'opération. Oui. Comme l'a écrit récemment Jean-François Touzé, que nous recevions la semaine dernière, on envoie des troupes au Sahel et on fait revenir les djihadistes en France. Alors, est-ce qu'il y a une logique dans tout cela ? Oui, écoutez... Qu'en pensez-vous ? D'abord, vous vous souvenez sans doute que c'est Hollande, c'est-à-dire un socialiste, qui a lancé l'opération Barkhane, et il même est arrivé triomphant, tel un empereur romain, je ne sais pas, à Bamako. Mais c'était à Bamako, parce que c'était le Mali qui était concerné. Bamako, disons, c'est le plus beau jour de ma vie. Donnez, ça, c'est le plus beau jour de ma vie. Le pauvre. Je connais pas Bamako, enfin. Non, mais c'est le rapport. Non, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, quelle vie là, c'est Oui. Mais vous savez, moi je dis souvent à mes élèves que les gouvernements, la seule chose qu'ils sachent faire, c'est la guerre. Qui ne veut pas dire qu'ils la fassent bien, mais qu'ils ont été inventés pour ça, en tout cas. Oui, pas tous. Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est que les socialistes sont quand même particuliers dans les guerres coloniales. C'est quand même Guy Mollet qui a envoyé le contingent en Algérie et c'est Hollande qui envoie les soldats au casse-pipe. Ou comme c'est sous Mitterrand qu'on a envoyé la troupe dans le cadre de l'opération Daguet aussi. Pas au Tchad, l'opération Daguet. Oui. C'est la première opération en Irak. La première guerre du Golfe, oui, bien sûr. Bon, alors, écoutez, moi je pense que on est l'opération Épervier. on est dans une opération néocoloniale. C'est-à-dire, comment a commencé la colonisation en Afrique ? C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que il y avait on voulait rétablir l'ordre. Les barbaresques. Voilà, en Afrique, en Algérie, on voulait rétablir l'ordre et ça a été le prétexte à la colonisation, qui est une idée de gauche. Oui. Qui est une idée de gauche. La droite s'était opposée d'abord. La droite nationale à l'époque était vent debout contre la colonisation. Voilà, d'abord c'était pas rentable, ce qui est vrai. C'est les fameux travaux de Jacques Marseille sur cette question. À fait. Jacques Marseille a écrit d'excellents livres là-dessus. Et pour la gauche, c'était répandre les lumières de la République. Voilà. Donc, je crains qu'on recommence ça. Mais, d'abord, on n'a pas le rapport de puissance complètement inversé. Et deuxièmement, nous avons, là, c'est notre talon d'Achille, nous avons besoin des Américains. Nous avons besoin des Américains, des drones, surveillance américaine, du renseignement, etc., pour nos actions. Donc, nous sommes dépendants de Trump. du bon vouloir américain. Ouais, c'est terrifiant. Je veux dire qu'on s'est lancé dans cette opération sans avoir les moyens
de le faire. Mais c'était déjà le cas pendant la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'on a pensé, en fait, en plus, c'était honteux de la part du gouvernement socialiste, parce qu'on a envoyé le contingent, en fait, faire ce qui était présenté comme une opération de police. Tout à fait, exactement. On est toujours dans le même... Dans le cadre, c'était une opération de police, parce qu'en plus, l'explication qui est souvent donnée, qui à un moment a été donnée, d'assurer principalement à Areva des sources d'approvisionnement en uranium, notamment sur la question du Niger, mais pas que. En fait, c'est faux parce que le principal fournisseur, je crois, un des principaux fournisseurs d'uranium pour la France, c'est le Kazakhstan. Bien sûr. Et on n'intervient pas du tout au Kazakhstan. Monsieur, non, mais ça ne nous rapporte absolument rien. On est exactement dans le même cas de figure qu'au 19e siècle. C'est-à-dire que c'est une opération de propagande, on va dire, franco-française, en quelque sorte. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Je ne peux pas le qualifier. C'est abracadabrantesque. Moi, je pense qu'il y a un aspect électoral, c'est-à-dire que les présidents se rendent populaires quand il y a la guerre. Non, mais je ne crois pas là. Et puis en plus, je veux dire que des soldats se font tuer, insultés. Oui. L'armée est insultée. Donc voilà, je ne vois pas où Et ça en mène. plus, le plus dramatique dans cette question, c'est ce qu'évoquent les travaux du professeur Lugan, qui en parle régulièrement dans Excellent. l'Afrique réelle. Oui, C'est que c'est maintenir en fait l'ordre né de décolonisation qui en fait a été la création de frontières, là pour le coup, et d'États complètement artificiels qui ne correspondent pas aux réalités, on va dire, de civilisation culturelle ethnique en Afrique. Tribale en Afrique. La France va apparaître comme le garant de ce faux ordre étatique. Et c'est le cas justement sur la question au Mali, la question qu'en fait tout le nord du Mali, la frontière sud d'Algérie, est peuplée de Touaregs qui se sont souvent à raison se sont considérés comme étant discriminés par le gouvernement central de Bamako et qui, en fait, se sont alliés aux djihadistes mais c'était plus, en fait, une révolte contre une situation vécue comme une discrimination, une atteinte, et qu'en fait, la France apparaît comme toujours celui qui maintient un faux ordre, ce qui a été malheureusement le cas aussi au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis. Tout à fait. Indépendamment du caractère très particulier de Paul Kagame, convenons-en. Tout à fait. Mais alors, est-ce que, comme le prétend le gouvernement, est-ce que la présence française dans cette région, au Sahel, a une influence dans la lutte contre le terrorisme en Europe Voilà. Alors qu'à notre connaissance, jamais un membre des organisations Sahel, qui sévissent dans cette région n'ont provoqué d'attentats en Europe en tant que ressortissants de ces pays. Oui. Bon. C'est ce qui ressort de oui, mais en tout cas, tout ça ne peut se terminer que très mal. Ouais. C'est ça. Oui. Moi, ma crainte, c'est qu'en fait, il arrive la même chose qui est arrivé à la France à la fin de la guerre d'Algérie, ou ce qui est arrivé aux États-Unis quand ils ont quitté le Vietnam en 1975. C'est-à-dire que la France parte la queue entre les jambes avec une situation qui sera absolument pas gérée, et en fait la prise à thème du pouvoir par les structures que l'on combat toujours, que ce soit au Niger, au Mali, au Tchad. Ça risque de se terminer comme ça. Bon, un deuxième aspect de l'actualité, et puis un troisième, celui, il nous reste encore un petit peu de temps pour le traiter, mais ce qui est son important, c'est celui du conflit social actuel dû aux retraites. Alors, en tant qu'économiste, vous avez... Mais là aussi, il faut revenir un peu à l'histoire. Il faut toujours revenir à l'histoire. Celui qui ne sait pas d'où il vient, il sait jamais où il va. Alors, ce qui est assez amusant, c'est d'entendre tous ces braves gens, le président de la République, le Premier ministre, le CNPF, le MEDEF, les syndicats, tous disent ce régime de retraite, c'est la résistance. C'est né grâce à la résistance, les lois de 45, les ordonnances, les fameuses ordonnances 45, etc. Non, on entend ça. À longueur de journée. Alors, c'est faux. Ça reste un scoop parce que j'arrive pas. Ça fait 3 fois ou 4 fois. La dernière fois, c'était dans le Monde sur 4 colonnes pour dire, mais la répartition, c'est la faute à Pétain. Ah oui. Voilà. Oui, c'est une création de l'État français. C'est une création de l'État français. De ce que vous avez lu. Bon, vous avez le droit de le dire ici, voilà, même si on n'aime pas beaucoup dire du mal du personnage en question. Parce que, en 1941, il y avait un régime de capitalisation. Oui. Il y avait une caisse qui s'était formée, qui petit à petit consistait. On l'avait commencé en 1931. Ouais. Mais pour un certain nombre de salariés qui cotisaient, ça prospérait tellement qu'on avait même réduit les cotisations. Voilà. Bon. Arrive l'occupation, évidemment. On ne parlait pas comme ça à l'époque, mais le PNB a été divisé par 2 ou 3. Oui, c'est la ponction allemande.
Et les vieux travailleurs qui ne travaillaient plus étaient au bord de la famine. Et alors Pétain a installé, dans les termes mêmes, le système de répartition, c'est-à-dire qu'il a puisé, il a dit que d'abord les cotisations d'aujourd'hui allaient directement pour soutenir les vieux travailleurs, et en plus pour abonder un peu le truc, il a puisé dans cette caisse qui avait été constituée par capitalisation. Et c'est Pétain, et derrière c'est la CGT, c'est Belin. C'est Belin. Mais la CGT de la Charte du Travail qui avait accepté... Le ministre du Travail. Et derrière Belin, il y a Larocque. Larocque. Ça vous dit quelque chose? Le colonel. Colonel. Non. Non. Mais non. Ah bon? Mais Dites-nous. Anonyme. Non, Larocque, c'est le monsieur qui a fait les ordonnances 45. D'accord. Conseil d'État. Ah bah nous, vous savez, on a la culture. Voilà. On a... Non. Qui dit Larocque, on oui, sait colonel. d'accord. Ben non. C'est un autre. Et c'est assez amusant, c'est qu'au moment de 1941, les gaullistes ont dit Pétain fait une opération dégueulasse, il puise dans la caisse pour faire de la démagogie auprès des vieux. Et en 1945, ils ont repris le système de répartition que Pétain avait instauré. Mais je crois que c'est le même système pour la sécurité sociale aussi. Oui. Mais je parle des retraites. Oui, spécifiquement des retraites. Et donc, à partir du moment où vous rentrez dans ces systèmes de répartition, il est très difficile d'en sortir. Parce que pour revenir à un système de capitalisation, il faut quand même continuer, les gens qui sont à la retraite aujourd'hui, il faut quand même continuer à les abonder. Oui. Voilà. Ils n'ont rien. Donc, si vous voulez passer de nouveau à un système de capitalisation, vous êtes obligé de cotiser deux fois. Une fois pour les gens qui sont à la retraite dans l'ancien système, jusqu'à l'extinction du dernier retraité dans le système, et en même temps de constituer une caisse. Voilà. Est-ce que le maréchal Pétain avait conçu le système comme premier? On pourrait dire c'est une mesure de guerre, en quelque sorte. On pour qu'il passe la guerre. On ne peut pas et puis savoir ce qu'il aurait fait en 1945 puisqu'il était en tôle. Ben oui. Parti en exil en Suisse, C'est pour peut-être être pas sur arrêté. ce point qu'on l'a interrogé en premier. Non. Mais moi, je trouve... Alors, je suis étonné que... Enfin, heureusement, j'ai la parole ici, mais je suis étonné que cette idée, que ce système dont on presse les louanges, on ne dise pas, mais quand même, les fondements sont un peu douteux, quand même. Douteux pour le système. Non, mais voilà. Non, mais une c'est espèce de... douteux ou au contraire, il y a des gens que ça pourrait réconcilier. Avec Ouais. ça. Ah bah oui, Chacun. voilà. faut toujours faire un temps Mais réconciliation. non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne puisse pas le Que dire. la réconciliation tout simplement, nationale, parce qu'au c'est- fond, Non, voilà. Voilà. Bon, alors C'est pas maintenant, un point très maintenant idéologique. pour parler de cette réforme, alors, donc, premièrement, pour moi, la répartition est un mauvais système. Voilà, parce que la solidarité entre les générations, c'est un problème familial. Ça ne peut pas être un problème national. Et on est en plein socialisme. On ne peut pas, promettre à des gens qui cotisent aujourd'hui leur retraite de demain, parce que on ne sait pas de quoi est fait la mort. Demain. Voilà. Et donc, en plus de ça, la démographie nous indique qu'il est forcément en faillite. Oui, il y a ce problème-là Il y a- aussi, il y a- évidemment. Plus l'allongement de la durée de vie, Voilà, fort voilà. heureusement dans une Ouais. certaine mesure. Oui, mais de certaine manière, c'est le fruit du système. Et troisièmement, je dirais que la répartition est forcément injuste. Le gouvernement s'est mis dans un imbroglio formidable. C'est-à-dire que ça ne peut pas être juste. La répartition ne peut pas être juste. Il y aura toujours quelqu'un qui dira « Ah, mais moi j'ai droit à ceci ou j'ai droit à cela ». Ce n'est pas possible. Donc, d'ailleurs, c'est vrai de l'État-providence, c'est vrai du socialisme. On suscite une guerre sociale, en vérité. Les gens sont jaloux, forcément, de ce qu'ont les autres. Et c'est la guerre de tous contre tous. C'est ça. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que Sans compter qu'on va mettre fin à un certain nombre de régimes spéciaux qui ont leur légitimité. Pardon. Mais est-ce que c'est pas revenir à ce dont on parlait au début de cette émission, professeur Simoneau, quand on parlait justement de l'école autrichienne, une partie des libéraux dits classiques, c'est-à-dire l'éthique de responsabilité, Oui. c'est-à-dire qu'après tout, revenir à un système de capitalisation, que ça soit pour la santé, pour la retraite ou pour la prévoyance de manière générale, c'est pas aussi
en quelque sorte, inciter les gens à être responsables. Oui, d'une part, et être responsable de leurs vieux, Oui. de leurs propres vieux. Parce que est-ce que justement, Voilà, c'est ça. en parlant d'éthique, sur la question d'éthique et de la morale, on peut parfois distinguer les deux. Est-ce que justement la question de la répartition, c'est pas aussi à un moment, la question quand on voit que le système de répartition arrive à un moment à ses limites, va dans le mur, c'est un moment la question de l'euthanasie, elle va aussi se poser, parce qu'à un moment, on va considérer pourquoi cotiser Elle se pose pour déjà. des gens qui, Oui, en fait, sont inactifs. Elle se pose Mais, déjà. et puis il y a la question, d'ailleurs une question qui est souvent posée, c'est que les gens ne vivent pas tous la même durée. Donc quand vous cotisez pour les autres et que vous mourrez à 64 ans, vous êtes quand même légèrement pigeonné. Quand vous capitalisez, tout n'importe qui a ce genre de contrat, si Excellent vous mourrez, vous gardez l'argent. Et puis il y a tellement de transmis à la- facteurs. Bon, moi, vous comprenez quelqu'un qui a 10 ans de plus que sa femme, par exemple. Il a peut-être envie de travailler jusqu'à 75 ans pour attendre que sa femme soit elle-même à la retraite, plutôt que d'être là à regarder la télé avec son chien chez lui pendant 10 ans. Hein, oui. Ou ne serait-ce pour rester en forme. Il y a des tas de professions. Et puis, Il peut venir nous voir aussi. non, et aller puis, trouver si une vous voulez, on ne occupation. tient pas compte aussi, on veut être juste et on met tout le monde pareil, mais il y a une chose qui est très très différente, c'est que si vous héritez d'un gros pactole, un bel appartement, etc., et que finalement la retraite qu'on vous verse, que paye le smicard pour vous, et de votre argent, des broutilles, pour vous, donc on peut choisir, on se dit, moi j'ai un gros patrimoine, donc quand je serai vieux, une petite retraite me suffit, je cotise moins. Et Ou puis, au contraire, j'ai rien, je cotise plus parce que dans ma famille, tout le monde vit 105 ans, donc je sais qu'il me faudra beaucoup de Et puis il y a une absurdité de la part du système de répartition, c'est que là, comme vous dites, on ne prévoit pas l'avenir, de ce quoi l'avenir soit fait pour les cotisants actuels, on ne sait pas qui cotisera pour eux. C'est aussi, il y a une absurdité en termes de pyramide d'âge. C'est la date maintenant d'entrée moyenne sur le marché du travail. Les gens rentrent du fait que l'allongement d'un certain nombre d'études, y compris pour avoir des fonctions subalternes, est de plus en plus importante. Autant c'est un système qui pouvait, toute proportion gardée, plus ou moins se comprendre quand on sait que les gens commençaient réellement à travailler à 17-18 ans, ils étaient déjà dans la force de l'âge et travaillaient. Maintenant, à 18 ans, vous avez à peine terminé vos études au lycée. Alors, je vais rajouter un mot. C'est que tout ça aussi dépend du régime juridique de l'héritage. Oui. À partir du moment où vous ne pouvez pas choisir votre héritier, Oui. Ouais, voilà. Voilà. c'est-à-dire que de toute façon, si vos héritiers sont sûrs d'hériter, ils s'occupent moins de vous que si ça dépend. Oui, et puis en Oui, plus, je suis et tout à puis fait il y a une d'accord. autre- Ouais, bien et puis il y a sûr. une spoliation Ouais, aussi de c'est- l'héritage avec les Malheureusement, je droits. crains que, comme l'habitude détestable de faire des études à tout le monde s'est répandue, jusqu'à présent, j'ai réussi à faire croire à mes enfants que je pouvais les déshériter. Ce qui fait qu'on est dans les meilleurs termes. Mais comme l'aîné n'a que 24 ans, si vous voulez, je ne sais pas si je pourrais tenir jusqu'au moment où ils envisageront ma mort comme un événement prochain. Vous Non, avez puis- beaucoup hérité, vous À moins de rien du tout pour l'instant. Alors, je vais ajouter un dernier mot pour faire raccord Oui, avec parce que là, Pétain. on va C'est que Macron, voir. au moins avec les avocats, fait exactement ce que Pétain a fait avec la caisse dont je parlais. C'est qu'il est en train de puiser dans la caisse des avocats. Oui, parce que oui, c'est la caisse des avocats. Ça, Oui, oui. ça, c'est pour Bon. moi ce qui le révolte le plus. Oui. Enfin, on est habitué, il est déjà absurde. Eh bien, chers amis. Et on ose prétendre qu'il fait une réforme libérale en plus. Je ne sais même pas comment c'est possible légalement. Bon. Ah, Pour Constitutionnellement. conclure, Maréchal Pétain, on y revient. Voilà. Bon, écoutez, l'heure avance malheureusement et on pourrait continuer cette passionnante conversation et toutes ces passionnantes conversations parce qu'on a abordé des sujets qui sont très intéressants. Et je voulais vous remercier, professeur Philippe Simoneau, d'être venu donc nous éclairer pendant cette émission. Je rappelle que l'un de vos derniers livres, enfin peut-être votre dernier livre, d'ailleurs, Le siècle de Balfour, Oui, c'est le dernier, oui, qui a été édité chez Pierre-Guillaume de Roux en mars 2018. Excusez-moi, Donc, le siècle Balfour, pas le siècle. Le siècle- le siècle Balfour, le siècle Balfour. Pardon. Non, 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 mais Non, il faut appeler les choses par leur nom. Voilà. Le siècle Balfour, donc le dernier livre de 1917-2017, voilà. oui. Édité aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Le professeur, on est à l'école, on est presque à l'école. Il y a de nous plus en autres. plus de professeurs. Eh bien, le professeur Pierre Delomier, lui, Plus ou moins authentique. lui nous raconte le passé. On a parlé du présent, mais vous avez oui. parlé du passé et on renoue avec votre Vous abominable voyez, histoire de c'est France. ça qui est bien avec Philippe Simoneau, c'est qu'on passe de l'histoire à l'économie.
Voilà, les barrières entre les disciplines sont nécessaires, enfin elles sont naturelles, mais en même temps elles sont factices. Alors la semaine dernière, vous en étiez à J'en sais rien, j'en sais. Vous savez plus où on est. J'en suis maintenant dans la terminale. Donc on était à la convention. Bon, alors ce que vous avez expliqué la les semaine guerres dernière, et là vous allez nous intérieures, expliquer les guerres maintenant. intérieures de la convention et les guerres D'accord. extérieures, en fait, c'est la même chose. D'accord. La guerre, la convention combat pour elle-même, D'accord. que ce soit les ennemis extérieurs et intérieurs. D'accord. Mais justement, ce qui est tout à fait intéressant dans cette convention, c'est que elle a été au pouvoir jusqu'en 1795. 1792, 1795, 3 ans, et au fond, elle a mené pourquoi y a-t-il les Thermidors? Après Thermidor, c'est toujours la Convention. C'est une sorte de suicide, mais en même temps, il reste au pouvoir. Donc, au bout du compte, pourquoi ont-ils abattu Robespierre? C'est comme les bolcheviks se débarrassant d'une partie des plus bolcheviks. pures pour maintenir le système. Voilà, mais les bolcheviks, à mon avis, avaient des idéologies beaucoup plus consistantes que les révolutionnaires de 1789. Non, je pense que ils avaient appris. Peut-être que les thermidoriens voulaient sauver leur tête. Tout cela avait été théorisé. Alors moi, je pense que les acteurs n'ont rien compris eux-mêmes. C'est Déjà. souvent le cas en histoire. Mais c'est que les acteurs donc comprennent pas c'est grand-chose. la réaction de Thermidor. Alors donc c'est la séance du 27 juillet 1794 qui envoya à l'échafaud Robespierre et toute sa clique. Elle ne fut pas l'œuvre des modérés en réalité, mais des dernières factions survivantes qui survivaient dans l'Assemblée, parce que Robespierre il éliminait tout le monde petit à petit, donc plus ça allait, plus on se sentait visé. Et donc en mars, il s'était débarrassé des enragés qui étaient dirigés par Hébert. Alors, les enragés, c'est ceux qui avaient fait le culte de la raison, etc. Et après, à cause de ça, mis les enragés en plusieurs morceaux dans des paniers, il a proclamé le culte de l'être suprême, et il en est paru, des cérémonies d'un grotesque extraordinaire. À Notre-Dame. À Notre-Dame, avec une actrice qui jouait la déesse Raison et Robespierre en être suprême. Bon. Et en avril, il a éliminé les dantonistes, alors qu'on appelait les indulgents. Alors les indulgents, c'est très relatif comme notion à l'époque. C'était surtout des corrompus. Mais Danton était leur chef, il voulait s'en défaire. Danton qui était parti en Angleterre et qui était revenu. C'est un destin tout à fait intéressant. Et donc, les indulgents, ils disaient, puisqu'on n'est plus menacé par l'extérieur, on peut peut-être arrêter de couper la tête de tout le monde. Et évidemment, on réussit à trouver ça scandaleux. Et donc, ceux qui restaient craignaient pour leur vie. Donc, vous voyez, il n'y a pas de mécanisme, c'est pas une nouvelle doctrine. On peut dire, bon, les Girondins et les Jacobins, bon, c'est un petit peu des visions différentes. Mais là, on ne voit pas trop. Et en réalité, quand on parle des origines intellectuelles de la Révolution, elle doit beaucoup à l'esprit des Lumières, mais cet esprit, quand on voit les correspondantes, des gens de l'immigration, ou même des chefs de l'armée catholique, ils en sont très très imprégnés. Ils sont officiers, ils sont dans des cercles, on parle de tout ça, même quelqu'un comme Charette, c'est pas un homme de l'Ancien Régime pur et dur, il a mis très très longtemps d'ailleurs à réagir. Donc ça a marqué la Révolution, mais aussi la contre-révolution. Je vous rappelle que Joseph de Maistre, cette information. Et sans compter que les idées de Rousseau et Voltaire, il y avait leur buste qui trônait dans la salle de la Convention, ils étaient très très contradictoires. Il fallait être l'un ou l'autre. Donc on met les deux bustes, mais qu'est-ce qu'on choisit? On n'en sait rien. Leur point commun, c'est d'être idiots dans leur conception politique. Comme écrivain, je dirais ça un peu de Voltaire, mais pas du tout de Rousseau. Quant au rôle des sociétés de pensée, beaucoup de gens croient qu'ils ont tout manipulé. Bien sûr, elles existent, elles jouent un certain rôle. Mais à mon avis, leur rôle, ça a été de former des réseaux. Tous ces gens, du coup, se sont connus. Quand il y a eu les élections, ils ont voté les uns pour les autres parce qu'ils se connaissaient. Mais ils ne savaient pas très bien quoi ils pensaient, les uns et les autres. Et puis, les pensées qu'il y avait dans ces sociétés de pensée. À mon avis, pour penser, si vous voulez, il faut se retirer de son bureau avec des bouquins et puis réfléchir. Puis après, on peut parler un peu, mais si on se réunit pour penser, au bout du compte, cette pensée, elle est tout aussi creuse que celle des soi-disant philosophes des prétendues Lumières. Néanmoins, ils ont porté au pouvoir une ribambelle de beaux parleurs qui avaient lu une littérature superficielle comme celle de Diderot et qui étaient surtout enflés de leur importance puisqu'ils avaient péroré dans ces clubs. Pour se faire une idée de ce que c'était, il faut fréquenter une fois, et si possible une seule fois, une assemblée de normaliens et de polytechniciens. Car il ne faut pas oublier que ces deux écoles furent fondées par la Convention. Et on n'y entrait qu'à condition de prêter un serment de haine à la royauté. Le philosophe Cauchy, le mathématicien Cauchy l'a refusé, donc il n'est pas entré à Polytechnique. Et elles ont été la matrice du système scolaire français comme il existe de nos jours. Et leur but c'était de pétrir l'esprit de jeunes gens recrutés à l'issue d'un bachotage qui les rendait à peu près idiots, c'est toujours en vigueur. Et puis de les convaincre qu'ils sont la crème de la société, donc ils ont le droit de la transformer puisque les autres ne comprennent rien.
Donc l'enflure et la présomption, c'était les qualités requises pour réussir dans un temps de révolution qui n'avait pas besoin de savants. Mais cette sociologie élémentaire du monde républicain n'explique pas tout. Pour comprendre les luttes des factions au sein de cette convention, il faut renoncer à analyser en politologue les courants, dont le contenu intellectuel est nul. En fait, il faut se faire criminologue. Hein. Il faut penser à Al Capone. Hein. Vous lisez Le Parrain, c'est ça, à mon avis, l'atmosphère de l'Assemblée. Les querelles au sein de la Convention ne sont autres que des guerres de clans au sein du syndicat du crime. Et le crime originel, qui est partagé par tous, c'est moins l'exécution du roi, elles sont importantes, mais c'est la confiscation des biens nationaux. Hein. C'est une question clé qui entra à la vie politique en 1848. Et souvent, moi, pendant des années, je me suis demandé pourquoi on en parlait si longtemps. Je le comprenais dans ma famille, puisqu'on ne voulait pas fréquenter des gens qui, 150 ans avant, avaient acheté des biens nationaux. Ouais, quand même. Et cette question de la corruption, elle est absolument centrale. Lors de la journée du 9 Marie-Nord, je reviens à Robespierre, comment est-ce qu'il tombe ? Comme Bérégovoy par la suite, ce qui font que Bérégovoy ne connaissait mal l'histoire. Il brode une liste, il dit j'ai ici la liste des hommes corrompus. Évidemment, ils se sont tous jetés sur lui, ils se sont tous sentis visés, non sans raison. Et donc l'unanimité se fit contre le renégat. Robespierre périt, mais la convention perdura, et elle conserva le pouvoir, mais ce pouvoir allait désormais de pair, depuis, à cause des biens de ceux, avec d'énormes intérêts matériels, dont je ne vous parlerai que la prochaine fois. Eh bien, on attend avec impatience la prochaine fois. Avant de nous quitter, une petite information. L'association francilienne des Amis de Synthèse Nationale organise mardi 28 janvier à Paris, au Salon des États-Unis Opéra, qui est 16 rue d'Antin, une conférence avec 16 rue d'Antin dans le 2e arrondissement, donc au métro Opéra, avec Éric Vieux de Morzadec et Alain Sanders qui vont nous parler. Je devine le sujet. Vous devinez Eh bien, la guerre de sécession. Voilà, surtout des troupes françaises, qui étaient du côté confédéré. Confédéré, oui, on est assez peu informé là-dessus. Et Éric Vieux de Morzadec a écrit un livre aux éditions Folfer sur ce sujet. Et il nous en parlera donc le mardi 28 janvier. 28 janvier, décidément. Et toutes les informations, bien entendu, sur le site de Synthèse Nationale. Voilà, chers auditeurs, mais je vous remercie, puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci.